Donc, il y a peut-être des gens qui vont se joindre en cours de route. Donc, bonjour à tous. Je me présente, là, Sophie Ferguson, deuxième vice-présidente au syndicat des professionnels du gouvernement du Québec et responsable du dossier de la condition féminine au SPGQ. Donc, aujourd'hui, on vous a convié à une conférence dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. La conférence est organisée à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Cette journée, c'est un moment pour célébrer les avancées vers l'égalité entre les genres, mais également pour prendre conscience des inégalités qui perdurent puis se mettre en action pour les changer. À chaque année, les organisations féministes ainsi que les syndicats au Québec s'unissent autour d'une campagne de visibilité. Cette année, c'est autour du slogan Génération debout que diverses activités se déroulent au Québec. Ce slogan est un appel là, aux différentes générations des femmes et de leurs alliés de se mobiliser ensemble en faveur de l'égalité. En lien avec ce thème-là, on a eu envie de vous faire découvrir la parole d'une femme qui s'engage pour la santé de la population et de la planète. À l'heure où beaucoup de gouvernements reculent dans leurs engagements pour lutter contre les changements climatiques, de nombreuses femmes se lèvent pour protéger notre environnement et la santé humaine, maintenant et pour les générations futures. Je vous mentionne aussi, on souligne la participation de notre partenaire Desjardins qui nous permet de vous présenter cette conférence ce midi. Donc, sans plus attendre, je vous présente donc la docteure Claudel Pétrin-Desrosiers qui est avec nous aujourd'hui. Elle est médecin de famille au GMFU-CLSC de Hochelaga-Maisonneuve à Montréal et elle est responsable de santé planétaire pour le département de médecine familiale et de médecine d'urgence de l'Université de Montréal. Elle est impliquée depuis près de 15 ans au Québec et à l'international dans les enjeux touchant l'environnement et la santé humaine. Elle préside depuis 2018 l'Association québécoise des médecins pour l'environnement, la QME. Elle est l'auteure du livre Santé planétaire, prescription médicale pour un environnement sain, paru chez Éco-Société en avril 2025. Donc, je vous présente Mme Claudel Pétrin-Desrosiers. À vous la parole. Merci, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous, même si on n'est pas officiellement le 8 mars, mais je comprends qu'on sera la fin de semaine, puis vous serez tous dans vos familles, auprès de vos proches, mais ça me fait plaisir de souligner cette journée importante-là. Puis je vais juste présenter mon écran, partager mon écran, on va mettre en mode diaporama. Merci d'être en si grand nombre. J'ai adapté un petit peu le format d'aujourd'hui pour être un peu plus centré sur des réalisations positives un peu porteuses. Pas nécessairement, j'ai pas le goût d'utiliser le mot espoir dans le grand sens du terme, mais vous l'avez mentionné en ouverture, on vit quand même beaucoup de recul. C'est des temps qui sont pas faciles, qui sont perturbés sur différents plans. Oui, évidemment, sur le plan écologique, mais on voit des défis géopolitiques, une insécurité alimentaire qui grandit, des gens qui ont de plus en plus de difficultés à arriver à la fin de chaque mois. Puis j'en suis témoin au quotidien. Je travaille dans un secteur de Montréal où la vulnérabilité socio-économique est omniprésente. Puis en préparant ça, ben, en fait, j'ai eu le goût de me rappeler en fait certains gains importants qu'on a fait dans les dernières années. Puis c'est un petit peu de ça, j'ai le goût de vous parler parce que des gains en santé environnementale, on en a fait. Des fois, on les oublie. J'avais le goût en fait de miser là-dessus. Le printemps s'annonce, il fait un petit peu moins froid depuis quelques jours. Moi, ça me remplit de bonheur. Ça rend mon vélo moins difficile à l'extérieur. Mais je trouve que ça donne des fois un renouveau sur l'engagement qui peut être, mais on peut s'engager de différentes façons, mais ça peut être épuisant. Des fois, on est toujours pris dans les défis, puis des fois, on a de la misère à réaliser les gains qui ont été faits. Puis c'est vers là que je veux vous amener aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, on m'a présenté brièvement, puis des fois, c'est moi-même qui ai envoyé le résumé, fait que c'est 100% adéquat, mais j'ai voulu vous ramener un peu plus dans mon cheminement personnel, puis c'était un des mandats qu'on me proposait aujourd'hui, mais tu sais, pourquoi ça fait une quinzaine d'années que je m'implique sur ces questions-là, qu'est-ce qui a déclenché un peu le réveil, qu'est-ce qui m'a rendu encore plus accrochée, puis je vous ramène en fait quand j'étais au cégep. Et la raison de ça, c'est que en fait, a germé en moi une conviction assez profonde que j'ai de la misère à me détacher et c'est une excellente chose. Mais quand j'étais au cégep, j'ai eu la chance de partir faire un séjour à l'étranger en Tunisie. On était en janvier 2011, puis c'est un séjour académique. Donc, c'était pour notre projet de fin de cégep. J'étais dans un programme double où on intégrait les sciences, les lettres et les arts.
et on devait faire un projet intégrateur. Puis bon, dans le cégep où j'étais à Gatineau, en Outaouais, la tradition était qu'il y avait un professeur qui nous accompagnait dans un séjour à l'étranger. Puis notre projet, en fait, portait sur les piliers économiques de la Tunisie. Et en janvier 2011, pour ceux et celles qui se rappellent, ça a brassé quand même pas mal. Et on a eu la chance, en fait, on était au pays dans les jours qui ont précédé, en fait, le soulèvement populaire qui a mis fin à un régime dictatorial qui était là depuis des décennies. Et dans les jours qui ont précédé, en fait, on a eu la chance d'échanger avec plusieurs personnes de différents backgrounds. Puis tout le monde nous disait, il n'y a aucune chance que le dictateur quitte, il est attaché, c'est la tradition. Généralement, ces soulèvements-là, ça dure pas, ça perdure pas, ça a pas d'impact. Et du jour au lendemain, alors qu'on était encore au pays, le dictateur a fui, puis ça a été un jour nouveau qui a débuté pour la Tunisie après, avec évidemment une transition qui reste fragile, j'ai le goût de dire, mais qui a quand même lancé un mouvement important dans le Moyen-Orient qu'on a par la suite appelé le printemps arabe et qui s'est contaminé, j'ai le goût de dire, positivement chez nous avec le printemps érable qu'on a connu en 2012. Mais tout ça pour dire que, alors qu'on me disait que c'était impossible que ça change, et que finalement, quand la population, puis en fait, c'est surtout les classes plus défavorisées, c'était pas les classes économiques supérieures qui profitaient en fait finalement de la stabilité dictatoriale du régime, mais quand il y a eu le soulèvement, tout le monde s'est mis ensemble, il y a eu un changement, puis ça m'a donné un peu la conviction que le changement était possible malgré tout ce qu'on pouvait me croire si on agissait ensemble. Ça reste difficile des fois d'aller vers autant de mobilisation, puis d'atteindre ce point de bascule où les gens disent c'est suffit, je suis prêt un petit peu à, des fois de façon très littéraire, à risquer ma vie pour ça, mais ça reste néanmoins qu'on a une démonstration très concrète que même si c'est des choses qui sont établies depuis longue date, ça peut bouger. Et cette idée-là ne m'a jamais vraiment quittée. Puis quand j'ai commencé mes études en médecine, moi, je me suis pas vraiment trop posé de questions. Je me suis posé une fois que j'étais en médecine sur mais ça voulait dire quoi être médecin? Puis je me pose encore cette question-là, même si ça fait 5 ans que je pratique, je travaille en médecine familiale, mais je me demande souvent ça veut dire quoi? Ça engage à quoi? Puis qu'est-ce qui fait de moi un médecin ou un médecin qui est adéquat, qui répond aux besoins des patients que j'ai. Mais tu vois, pour dire, je suis entrée en médecine sans me poser ces questions-là, puis j'ai été un petit peu confrontée à une réalité qui m'était inconnue. En fait, il y a personne en médecine dans ma famille, c'était pas un monde que je connaissais. Euh, Puis en fait, je me suis un peu perdue dans les premiers mois parce que je voyais mal comment ce que j'apprenais allait me servir dans la définition un petit peu, en fait, dans la vision un peu idéaliste que j'avais de la médecine qui tournait à ce moment-là beaucoup autour du prototype un peu de médecin sans frontières, mais de médecin engagé qui était présent dans les différents types de luttes, parce que je voyais beaucoup de modèles qui m'inspiraient, puis ça collait pas vraiment avec l'apprentissage très intensif au niveau moléculaire qu'on nous demande de faire dans les premiers mois. Et pour, en fait, comme bouée de sauvetage, un petit peu, je me suis rattachée à une association étudiante qui s'appelle la Fédération internationale des associations des étudiants en médecine, IFMSA de son petit nom, qui est l'acronyme anglais. C'est une fédération complètement hallucinante. Elle existe depuis maintenant 70 ans. C'est la plus vieille association étudiante au monde. Elle regroupe aujourd'hui plus d'1,3 million d'étudiants en médecine dans à peu près 135 pays à travers le monde. Ça a été créé à la base à la suite de la Deuxième Guerre mondiale en Europe pour essayer de rapprocher les étudiants, faire connaître les réalités, puis bâtir un sentiment de cohésion. Mais aujourd'hui, l'association est présente dans les 5 continents. Il y a des assemblées générales annuelles qui permettent aux membres de se rencontrer. C'est excessivement riche. Mais le motto de la fédération, c'est un peu de porter l'engagement médical. Au-delà de l'éducation et de ce qu'on fait dans le cursus académique, c'est partager les forces, mais s'engager pour les droits humains, la santé mondiale, la santé publique, la santé sexuelle. Puis il y a des projets fantastiques qui se déroulent partout dans le monde, puis dont lesquels, en fait, on s'est beaucoup inspiré pour faire des projets même au Québec. Puis en fait, je me suis retrouvée à être dans un contact avec un réseau d'étudiants en médecine qui m'ont complètement, en fait, qui m'ont permis de me sentir que j'avais des gens qui étaient comme moi en médecine, que j'avais peut-être plus de difficultés à voir ici même dans ma cohorte au Québec, mais que en fait qui partageaient les mêmes passions. Puis je suis tombée sur en fait
des gens qui sont devenus des amis, mais qui m'ont partagé des rapports, entre autres un rapport d'une grande revue médicale qui s'appelle The Lancet, qui concluait que les changements climatiques étaient la plus grande menace à la santé du 21e siècle. Puis sur le coup, ça m'a tellement bouleversée que j'ai lu ce rapport-là 2, 3 fois, puis j'étais un peu choquée, en fait, finalement, que personne m'en avait encore parlé en médecine. Puis bon, au fil de mon cursus, j'ai à peu près eu 2 diapos sur les changements climatiques. Heureusement, c'est plus le cas, mais ça a été un moteur très fort. Puis je me suis retrouvée finalement à prendre un peu, j'ai le goût de dire, cette cause-là, mais je suis devenue en fait représentante de l'ensemble de la fédération sur les enjeux climatiques et de développement durable quand on était dans une période très charnière où, à l'échelle internationale, on préparait la fin des objectifs de développement du millénaire pour préparer les objectifs de développement durable. Donc, on est dans les années 2014-2015. Et en même temps, ben, si vous suivez un petit peu l'actualité climatique, un des plus gros accords climatiques, c'est l'accord de Paris qui a été signé en décembre 2015 à Paris. Mais en fait, j'ai été présente dans tout le processus de préparation de cet accord-là au nom des étudiants en médecine, mais en collaboration avec différentes instances de l'ONU, dont l'Organisation mondiale de la santé. Ça avait la forme de différents types de projets, mais on a eu la chance, en fait, de prendre part aux négociations. Puis je me rappellerai toujours de ce moment-là. C'est le deuxième, je pense, qui permet un peu d'expliquer pourquoi je fais encore ce que je fais aujourd'hui, malgré les défis qui sont parfois apparents. On est 3 étudiants en médecine c'est une des conférences des parties, ce qu'on appelle les COP. C'était celle de Lima en décembre 2014, puis c'était une petite COP, comme on dit. À Paris, il y avait plus de 50 000 personnes. À Lima, c'était un 12-15 000, donc c'est quand même plus petite envergure, mais le mandat n'était pas moins important. C'était d'arriver, en fait, de préparer la route pour qu'à Paris, l'accord soit adopté, puis qu'on ne passe pas trop de temps sur des négociations fines. Donc, Lima a vraiment servi à bâtir le terrain, puis à proposer finalement, au bout des 2 semaines de négociations, un accord qui, en fait, a servi de socle jusqu'à Paris. Puis on a eu la chance, en fait, comme étudiant, de faire des discours pour un peu représenter les perspectives de la jeunesse. Puis je le dis un peu à la blague, mais bon, je suis québécoise, je mesure à peu près 5 pieds 3. Puis je le dis parce que j'étais dans notre délégation d'étudiants en médecine, il y avait un Australien, homme d'à peu près 6 pieds 3, donc une bonne tête de plus que moi. Puis quelques jours après que j'ai fait le discours, où en fait, je disais aux délégués, si vous voulez que je sois capable de faire mon travail comme médecin plus tard, vous devez m'aider en adoptant un accord qui réduit le fardeau climatique, parce que sinon, ben, vous allez juste contribuer à rendre des gens encore plus malades puis à rendre mon travail difficile. Puis mon ami Marc, donc australien un pied plus que moi, qui a un accent australien lorsqu'il parle anglais, mon accent, on entend très bien mon accent québécois, se fait aborder dans les corridors, puis se dit hey, c'est toi le médecin? Il était comme habillé un petit peu en faux médecin. Mais il dit c'est toi le médecin qui a parlé il y a quelques jours? Puis Marc, qui était beaucoup plus introverti, était un peu chamboulé. Il dit qu'est-ce que j'ai fait de mal? Finalement, on s'est rendu compte que la personne m'avait mélangé avec Marc. Puis ça nous a fait très rire, mais ça nous a rappelé, en fait, ça nous a donné comme information que qui faisait le message, c'était peu important, mais de savoir qu'il y avait des professionnels de la santé qui étaient présents dans ces sphères de discussion-là. On était encore anecdotique à ce moment-là. On était, dans les 3 étudiants en médecine, il y avait 3-4 personnes de l'Organisation mondiale de la santé, puis c'est à peu près tout. Maintenant, aujourd'hui, il y a des centaines de professionnels de la santé qui vont à ces conférences-là pour parler de santé, chose qu'on ne voyait pas il y a une dizaine d'années. Mais moi, ça m'a donné la deuxième conviction après que le changement était possible, peu importe ce qu'on me disait, que comme professionnelle de la santé, j'avais ma place dans ces sphères-là. On avait quelque chose à apporter, puis c'était important pour les gens présents de sentir qu'il y avait des professionnels qui se souciaient de la santé, qui prenaient part à ces conversations-là, alors que j'avais passé un peu les 2-3 dernières années avant ça à me faire dire par différentes personnes, incluant des gens dans les facultés de médecine, à me faire dire que c'était pas notre responsabilité, puis que c'était pas à nous de faire ça, puis qu'on devait laisser ça à d'autres. Donc, quand on a réussi, en fait, notre mission, puis je le dis un peu parce que ça reste une grande fierté, mais dans le brouillon qu'on avait reçu de ce qui est devenu l'accord de Paris, le mot santé n'existait pas. Il n'était pas là. Et à la fin des négociations à Lima, il apparaissait à 2 reprises. Puis quand on sait que ces accords-là, qui font une trentaine de pages, sont négociés à la virgule près, où chaque concept est argumenté, défendu, débattu, etc. Pour moi, c'est signe que, bon, après, bon, il y a la mise en action,
mais qu'on ait au moins soulevé les liens entre changement climatique et santé, c'était une immense victoire parce que c'était un angle mort majeur. Et là, maintenant, au moins, on a un fil d'attache, puis on peut justifier encore plus notre présence parce que ça fait partie de l'accord. Je suis revenue au Québec après ces aventures-là. J'ai complété ma médecine toujours un petit peu. Puis à la fin du doctorat, en fait, on doit prêter serment au Collège des médecins du Québec. Puis il y a une des phrases qui dit: je vais remplir mes devoirs de médecin envers tous mes patients avec conscience, loyauté, intégrité. Puis je me suis quand même beaucoup questionnée quand j'ai dû affirmer cette phrase-là, que ça voulait dire quoi. Puis en fait, j'ai réaffirmé que pour moi, je ne concevais pas être médecin au 21e siècle sans intégrer dans ma pratique, dans mon engagement, une perspective environnementale parce que les données scientifiques elles sont tellement fortes là-dessus que pour moi, ça aurait été en fait un manque à mon devoir déontologique. Puis, je suis allée lire éventuellement notre code de déontologie, qui est une lecture, bon, non palpitante, mais heureusement, j'ai pas eu à la lire très longtemps parce que dès l'article 3, on me confirmait qu'on avait le devoir, comme médecin, de protéger et promouvoir la santé et le bien-être des individus qu'on sert, tant sur un plan individuel que collectif. Et depuis que je ressors cet engagement déontologique-là, en fait, qui est un texte légal associé au Code des professions, euh, en fait, de belle façon, on a plusieurs organes, institutions médicales au Québec qui ont commencé à s'intéresser à la question environnementale avec plus de sérieux. Puis de médecins, en fait, qui réalisent qu'ils ont un devoir de faire quelque chose. Puis on a un nombre croissant de médecins qui viennent, qui s'orientent vers l'Association québécoise des médecins pour l'environnement, entre autres, justement pour dire: je veux faire quelque chose, je veux donner du sens à ma pratique, qu'est-ce que je peux faire? Et je pense qu'il y a évidemment un devoir déontologique là, de répondre à la crise écologique, mais ça vient toucher les gens. Puis finalement, on a enfin des véhicules pour orienter l'action. Puis je pense que des fois, quand on est fatigué de nos journées, on a besoin de quelque chose un peu clé en main. Puis c'est ce que, entre autres, l'Association québécoise des médecins pour l'environnement, puis plein d'autres initiatives qui ont été développées, là, offrent. Je travaille, comme je le mentionnais, dans un secteur bien particulier de la ville de Montréal que j'affectionne particulièrement, mais le secteur de Schlager-Maisonneuve. Puis, c'est pas quand on commence à se poser des questions sur comment l'environnement impacte la santé des gens puis de nos patients, des fois, c'est plus évident dans certains quartiers que dans d'autres. Puis dans le secteur où je travaille, c'est immanquable. On a une espérance de vie qui est à peu près une décennie inférieure à la moyenne montréalaise. Donc, pensez à où vous étiez où il y a 10 ans, amputez ça de votre vie. Et c'est ce que mes patients subissent au quotidien pour une panoplie de raisons, entre autres historiques. Mais une de celles-là qui est non négligeable, c'est que généralement dans l'est des villes en Amérique du Nord, il y a plus de pollution atmosphérique. C'est une question de vent dominant qui traîne les nuages de poussière dans l'est des villes. Et ça date en fait de modalités urbanistiques quand le développement s'est fait, où les gens qui avaient des moyens financiers, qui étaient propriétaires des usines, évidemment, savaient déjà que c'était pas très idéal de respirer euh, la fumée qui se dégageait de leurs propres entreprises. Donc, la majorité, là, dans les villes nord-américaines de l'Est, la majorité, en fait, des quartiers ouvriers sont situés à l'Est pour cette raison-là, ce qui explique, entre autres, le cas de Hochelaga-Maisonneuve. Un autre défi dans le secteur qui est primordial, c'est que c'est connu, on a un déficit relatif important en canopée urbaine, en accès à la nature. Puis en ce moment, il y a une friche qui existe, qui est menacée de se faire détruire pour devenir un stationnement à container dans un projet d'agrandissement du port de Montréal, qui va non seulement détruire un espace vert qui peut amener énormément de bénéfices, mais qui va aussi contribuer à créer un fardeau environnemental en mettant une source de pollution et de chaleur. Puis d'ailleurs, le promoteur du projet a déjà notoirement dit dans une rencontre où il pensait que son micro était fermé, que lui-même ne voudrait jamais vivre à côté de son projet. Et qu'est-ce qu'il y a à côté de son projet? Il y a un CHSLD, une coopérative d'habitation, puis une école et une garderie pas très loin. Donc, c'est des pressions qui sont évidemment présentes. Si on les questionne pas, on les trouve pas nécessairement parce que, bon, les gens viennent pas nécessairement pour ces questions-là.
Mais j'ai beaucoup de patients qui, de façon un petit peu quand même comique, m'aperçoivent des fois dans les nouvelles, puis finalement, on réalise que j'avais un intérêt pour ces questions-là, puis finalement, la moitié de la consultation est passée sur le fait que le parc à côté de chez eux a pas de poubelle ou qu'on a détruit des arbres à côté de chez eux ou qui, bon, sont à côté de Notre-Dame, de la rue Notre-Dame, qui est une route assez polluante avec beaucoup de camionnage. Puis finalement, on finit par discuter de l'impact de l'environnement dans lequel ils vivent. Puis avec la situation du logement, ben, choisir son logement, dans certains cas, quand on n'a plus de moyens financiers, c'est un luxe, un privilège auquel on n'a pas accès. Donc, j'ai des patients qui sont un petit peu finalement enclavés dans la situation où ils sont. Et c'est une raison de plus pour moi de continuer à faire ce que je fais parce que je suis quand même limitée comme médecin de famille au quotidien dans ce que je peux offrir. On est excellent pour donner des requêtes de prise de sang puis des pilules, mais souvent, évidemment, ça ne suffit pas. Puis l'environnement est important. Puis c'est ce qui m'a amené un petit peu à écrire un livre, puis mon éditeur avait repris cette phrase-là parce que je pense que ça le touchait beaucoup, mais c'est vrai qu'un des sentiments que j'ai le plus appris à détester au fil de ma courte pratique médicale, mais c'est de savoir que je suis limitée dans ce que je peux offrir, puis ce que je sais être les meilleurs soins ou les meilleurs soins de santé globale, c'est pas nécessairement ce qui est dans mon pouvoir avec mon papier, ma prescription, quand le patient est entre les quatre murs de ma clinique. Puis on sait, hein, à peu près 70% de notre santé à l'échelle populationnelle n'est pas déterminée par notre accès ou non à un système de santé ou à un médecin de famille. C'est déterminé par l'environnement dans lequel on vit, qui englobe évidemment la situation politique, mais l'accès à la nourriture, l'accès à un air de qualité, les moyens de se déplacer, notre niveau de revenu. Puis ça, ben, en fait, c'est des choses qui, au quotidien, peuvent être difficiles d'avoir une emprise, mais quand on constate les effets délétères, on se sent parfois dépourvu. Puis personnellement, pour moi, l'engagement me permet de passer un peu cette barrière-là. Puis le livre est venu dans une optique où j'avais besoin un peu de... En fait, j'ai réalisé que ça n'existait pas dans l'espace public, ce type de discours-là, puis je trouvais que ça me manquait. Puis un des éléments sous-jacents, c'est qu'on commence à avoir assez de données en communication environnementale qui nous dit que lorsqu'on parle de santé en parlant notamment de climat, ça semble rapprocher les gens de la cause, peu importe leur couleur ou leur spectre politique, et ça semble inciter les gens à agir davantage. D'ailleurs, pour le plaisir, quand on questionne les gens sur les motivations derrière, par exemple, l'alimentation biologique ou sans pesticides, la première raison qui ressort, c'est pour leur santé. Je pense que c'est quelque chose de très personnel, qui est assez universel. C'est pas pour rien qu'on en parle à chaque cycle électoral et même à chaque journée, mais c'est quelque chose de très précieux pour chacun d'entre nous. Puis je reste convaincue qu'il y a une façon de lier les deux pour rendre ça utile. Puis, entre autres, parce qu'on a assez de données, puis c'est ce qu'un peu la première partie du livre où j'essaie de mieux vulgariser l'ampleur des conséquences des enjeux écologiques sur la santé parce que ça reste sous-estimé, ça reste négligé. Puis si on maîtrisait mieux les données autant en termes de décès qu'en coût économique, pour moi, la conversation serait complètement différente. Et je vais le mentionner brièvement parce que c'est pas ça le point de la conversation, parce que sinon, bon, c'est un peu, des fois un peu déprimant, mais il y a trois grands enjeux écologiques à l'avant-plan. Il y a celui des changements climatiques, de la pollution, puis du déclin de la biodiversité, ce que je qualifie d'une triple crise écologique. Mais ce qu'on sait et ce qui est bien documenté, c'est que les changements climatiques, c'est la plus grande menace à la santé du 21e siècle. Ça impacte à peu près tous les systèmes du cardiaque qu'on connaît, mais en fait, tous les systèmes du corps qu'on connaît. C'est un amplificateur de risque, donc ça vient exacerber les vulnérabilités sanitaires existantes. Et là, c'est facile de penser, par exemple, à la chaleur extrême, mais on peut aussi penser aux feux de forêt qu'on a connus qui, bon, évidemment, causent des enjeux de santé respiratoire, mais peuvent aussi jouer sur la santé psychologique. On peut penser à des nouvelles infections qui, en fait, ou des bébites qui partagent, qui peuvent nous contaminer d'infections, mais qui ont des nouveaux territoires dans lesquels vivre. La maladie de Lyme est une des infections climatiques, mais à l'échelle planétaire, il y a la dengue, la Zika, le choléra, etc. Puis le virus du Nil occidental, on voit une augmentation quand même non anecdotique des cas en Amérique du Nord. Il y a toutes les composantes d'allergies saisonnières qui deviennent plus fréquentes, plus intenses avec les changements climatiques, des enjeux de malnutrition, d'insécurité alimentaire, particulièrement au Québec. On peut penser aux populations autochtones qui
qui vivent encore beaucoup de certains aliments traditionnels issus de la chasse, de la pêche, de la trappe et de la cueillette, qui se retrouvent en fait avec des débalancements précipités où les connaissances ancestrales, puis souvent ce qu'on entend, ne sont plus capables de prédire un peu le comportement de certains de la faune, ça change et de la météo, là, ça change plus vite que ce qu'on anticipe, ce qui rend, en fait, ce qui vient jouer sur une sécurité culturelle. Évidemment, des événements, une instabilité géopolitique avec une augmentation des événements climatiques extrêmes, une érosion des berges, une augmentation du niveau de la mer, mais tout ça a des conséquences documentées sur la santé humaine. Juste en termes de chaleur extrême, on parle déjà de possiblement une centaine de décès par année au Québec. On s'attend à 20 000 décès excédentaires d'ici 2065. Et chaque vague de chaleur coûte à peu près 55 millions de dollars au système de la santé, avec une augmentation des visites à l'urgence, des hospitalisations et des transports ambulanciers. Ça a des coûts très concrets souvent qu'on ne met pas de l'avant. C'est dommage parce qu'après, quand on évalue le coût d'une politique environnementale, on a toujours l'impression que ça coûte très cher, mais on n'inclut pas dans l'équation le coût de l'inaction, le coût du statu quo. Puis en fait, le statu quo actuel, les prévisions, c'est que ça va nous coûter des milliards de dollars à chaque année en termes de coûts de santé. Ça, c'est pour les changements climatiques. La deuxième portion de cette crise-là, c'est celle de la pollution, et particulièrement de la pollution atmosphérique. J'ai révisé la littérature là-dessus, scientifique récemment là-dessus, parce qu'il y a quand même une augmentation substantielle des publications depuis qu'on se rend compte, en fait, que c'est un problème majeur qui a été sous-estimé. On cherche à mieux comprendre. Santé Canada, je mentionne spécifiquement la source, parce que c'est le gouvernement du Québec qui sort ces données-là. Mais la dernière évaluation en 2024 donnait que, en fait, la pollution atmosphérique coûtait 4 000 décès prématurés par année au Québec, avec des coûts socio-sanitaires qui dépassent les 30 milliards de dollars par année. C'est majeur. Et malgré tout, l'Organisation mondiale de la santé a resserré ses normes de qualité de l'air en 2021. Le gouvernement du Québec a refusé de le faire, justifiant que, bon, de toute façon, généralement, on était assez bon puis que ce n'était pas un problème significatif pour nous. La pollution, c'est sournois. On n'a pas vraiment l'option de respirer ou pas. On respire tout le temps, tout constamment. Et dans la pollution atmosphérique, il y a un mélange de particules, non des particules qui sont assez fines pour rentrer très loin dans l'arbre respiratoire, puis finalement s'intégrer aux échanges veineux, aux échanges gazeux, en fait, qui est le propre des poumons. On respire l'air, on en extrait, entre autres, l'oxygène qui finalement va alimenter toutes les cellules de notre corps. Mais souvent, à ça va se lier des particules qui ont un pouvoir inflammatoire et oxydatif sur les organes. Et on documente des impacts de la pollution atmosphérique sur les maladies cardiaques, donc des crises du cœur. À peu près 20% des maladies cardiovasculaires en Amérique du Nord pourraient être attribuables à la pollution. Un peu la même chose pour les cas d'AVC ou de déclin cognitif de démence. Ça peut engendrer des problèmes rénaux, des problèmes rénaux, pardon, des problèmes de fertilité. On commence à avoir une association de plus importante sur des enjeux endocriniens, de résistance, entre autres, à l'insuline. Donc, on peut penser au diabète, possiblement d'obésité, de problèmes de thyroïde, d'ostéoporose. On voit des problèmes dermatologiques. On voit des enjeux sur le développement pulmonaire des enfants. La liste, elle est excessivement longue et pourtant, ça reste un enjeu qui est négligé. Puis en fait, il y a des sources de pollution très simples. Au Québec, la source de pollution, le numéro un, c'est le transport. Et les projets de société qu'on présente actuellement tournent autour d'un élargissement et d'un agrandissement des infrastructures routières pour les véhicules à usage relativement solo. Et les grands projets de transport collectif sont souvent débattus, alors que la science est très claire que si on veut réduire le fardeau de la pollution, particulièrement en Amérique du Nord, il faut agir sur le secteur des transports. Puis enfin, finalement, le troisième volet, puis c'est un volet que j'apprends à connaître en toute humilité parce que moi, évidemment, ça a été complètement absent de ma formation médicale, mais je trouve ça fascinant de constater en fait les liens entre l'importance en fait d'une biodiversité qui est riche, qui est saine et la santé. Puis il semble avoir une corrélation de mieux en mieux étudiée entre en fait, c'est ça, une biodiversité qui est riche et saine et notre santé. Lorsque la biodiversité est menacée, c'est comme si on brisait un peu l'équilibre sous-jacent et émergent finalement des risques
pour la santé humaine, des risques notamment d'infection, de zoonose. Un des exemples intéressants, c'est celui de l'Ebola, mais il y en a d'autres. Puis ça a été documenté dans certaines régions du monde que les régions qui se sont urbanisées rapidement, ben en fait, c'est comme si ça avait moins permis aux gens en jeune âge de développer une immunité un peu naturelle et la prédisposition aux allergies à l'asthme était plus élevée dans les environnements plus aseptisés. Et donc, il y a comme des études en cours pour mieux comprendre le lien entre une exposition précoce à une biodiversité qui est variée et le développement adéquat de notre système un peu immunitaire. Il semble avoir des données intéressantes où, dans certaines populations plus en contact, entre autres des populations agricoles ou plus traditionnelles, là, où le contact avec une terre moins pesticidée, j'ai le goût de dire, ou dans les populations, il y a une plus faible prévalence de certains types de maladies, entre autres de maladies inflammatoires intestinales, comme le Crohn, la colite ulcéreuse et d'autres problèmes immunitaires, entre autres les polyarthrite rhumatoïde, etc. Mais ça reste des hypothèses, ben pas juste des hypothèses, mais des constatations où on cherche un peu plus les causes. Mais tout ça pour dire qu'on connaît un déclin de masse de la biodiversité animale, mais aussi dans la flore. Puis je pense qu'on joue un petit peu avec le feu à ne pas reconnaître les impacts de nos agissements sur les milieux naturels. Une fois que ça c'est dit, parce que bon, c'est la partie complexe, un peu lourde, où on se dit, bon, on a l'air d'être un petit peu pris au piège, qu'est-ce qu'on en fait? Pour moi, la seule question qui devrait se poser, bon, on peut se demander qui sont les coupables, mais on peut aussi surtout se poser, ça va être quoi notre réponse? Une fois qu'on est devant ce problème-là, comment est-ce qu'on y répond? Quelles sont les pistes de solutions qu'on amène? Puis évidemment, j'ai pas une solution unique parce que, bon, tous ceux qui vous diront qu'il y a une solution simple à un problème complexe, généralement, ils ont tort. Puis les réponses se trouvent souvent dans les nuances. Mais j'ai goût de vous parler de quelques options qui nous permettent d'envisager des prochaines années peut-être plus emballantes que ce qu'on a connu. Puis une des premières choses qui reste difficile à faire, c'est de reconnaître que la santé, ben, elle se définit pas seulement par un système de santé ou par un accès à un hôpital, parce qu'en ce moment, c'est beaucoup ce qu'on fait. On investit massivement dans une infrastructure hospitalière. Bon, je suis médecine de famille, je le constate à tous les jours, mais ça reste que même la première ligne reçoit un financement qui est inférieur à un système hospitalier, alors qu'on aurait l'option de travailler pour une meilleure santé pour tout le monde avec en fait, c'est rentable d'un point de vue économique, là, mais si on investissait beaucoup plus en santé publique, en première ligne, on pourrait réduire les coûts pour le système de la santé, mais on est encore dans une optique de ben, les gens sont malades pour les traiter, mais on n'est pas encore dans l'optique de comment est-ce qu'on fait que les gens faire en sorte que les gens ne deviennent moins malades. Puis ce qu'on sait, c'est que la majorité des inégalités en santé dans le monde, puis c'est vrai au Québec, sont le résultat non pas de est-ce que j'ai accès à un hôpital à côté de chez nous, mais est-ce que j'ai des programmes sociaux de qualité? Est-ce que le système économique est juste? Est-ce que les politiques qu'on met de la place de l'avant sont les bonnes? Puis souvent, il y a un ou plusieurs de ces éléments-là qui sont manquants. Et c'est là où, pour moi, je trouve un peu réponse dans l'idée de la santé planétaire. C'est pas moi qui ai inventé le concept, c'est une idée qui a été en fait définie officiellement depuis maintenant 2015, donc ça reste très récent, mais c'est un ancrage académique parce qu'on a eu donné en fait pour justifier entre autres l'intégration dans le cursus des étudiants en médecine. Mais c'est de voir simplement en reconnaissant que si la santé humaine nous est importante, si on veut améliorer la santé des gens, ben, il faut reconnaître que cette santé-là est dépendante des systèmes naturels sur lesquels on repose. Et ça a l'air très simple, puis en fait, c'est une perspective qui existe depuis les millénaires, qui est portée par des populations autochtones partout à travers le monde, qui voient cette symbiose-là de façon, des fois, beaucoup plus simple que ce qu'on pourrait faire dans un langage académique occidental. Mais ça reste que ça shift un petit peu la perspective sur qu'est-ce qu'on considère la santé, puis on devient beaucoup plus sensible à considérer l'importance des écosystèmes sains, d'une nature de qualité, d'un équilibre avec les ressources qui nous entourent. Et je pense qu'on mériterait d'avoir cette vision-là beaucoup plus développée. Puis pour moi, cette approche-là me donne des réponses ou des pistes de réflexion pour faire un petit peu la paix avec ces pressions écologiques-là sur le système de santé, puis comment moi qui navigue là-dedans peut y répondre.
Je vous présente rapidement cette diapo-là parce que ça reste, pour moi, ce qui est le plus intéressant en termes de développement scientifique. C'est le concept de limite planétaire qui a été développé pour la première fois en 2009 par un centre de recherche multidisciplinaire basé à Stockholm sur la résilience. Puis on essaie en fait de voir, on a défini la Terre comme étant un système évidemment complexe, mais qui a des ressources finies, ce qui est le cas. Et pour chacune de ces ressources-là, en fait, il y a des limites de ces processus-là, il y a des limites qui nous permettent de durer puis de fonctionner. Et on a identifié de façon scientifique 9 processus, entre autres la couche d'ozone, ce que contient l'atmosphère, euh, le niveau d'acidification des océans, les cycles d'azote et phosphore, bon, l'utilisation de l'eau potable, l'utilisation des terres, l'intégrité de la biosphère, puis les changements climatiques. Et pour chacun de ces processus-là, en fait, on a défini comment on pouvait le mesurer objectivement, puis jusqu'à où on était capable de maintenir une soutenabilité. Et en disant, ben, on pourrait vivre à 10, 13 milliards sur la Terre si on respectait l'espace sécuritaire défini. Et dans la dernière mise à jour qui a eu lieu à l'automne dernier, on dépasse officiellement, en fait, 7 de ces 9 limites-là. Pour moi, c'est probablement les indicateurs les plus préoccupants sur la pression humaine, en fait, qu'on exerce sur ce qui nous permet d'exister. Et c'est possible avec des politiques fortes et la plus grande, en fait, le plus grand spectre d'action qui est défini dans la littérature actuellement, c'est de redonner l'espace aux écosystèmes, donc de protéger les écosystèmes existants, de restaurer ceux qu'on a détruits. Et si on fait ça, on serait capable de revenir dans cet espace sécuritaire qui nous permettrait de mieux vivre finalement. Et ce qui m'amène à parler rapidement avant de parler, de passer à la partie échange, mais de revenir un petit peu finalement à, ben, est-ce qu'il y a de la place pour l'espoir? Puis il y a différentes façons de voir l'espoir. Je pense qu'on peut avoir un espoir que je considère qui est lucide pour se maintenir dans l'action sans tomber dans une espèce de, bah, de toute façon, moi, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que je fais? Mais on a besoin quand même, je trouve, de se donner l'opportunité de dire qu'on peut faire des grandes choses ensemble puis qu'on peut améliorer l'état des choses, même si on entend souvent qu'il y a des montées d'extrémisme, qu'on est de plus en plus individualiste, que c'est difficile, qu'il y a beaucoup de choses qui sont hors de notre contrôle, mais je pense que ce discours-là est souvent, en fait, bon, quand même des fois nourri par des gens qui profitent du statu quo puis qu'on pourrait quand même se permettre de faire les choses différemment. Donc, je vous partage quelques trucs qui, pour moi, dans les dernières années, ont été euh, oui, des réussites auxquelles j'ai contribué dans un sens, mais qui m'ont nourri un peu cet espoir lucide-là qu'il y avait de l'espoir pour faire les choses différemment. Puis une des projets qui, en fait, qui pour moi très, très personnel, parce que ça a été, entre autres, la thématique de ma maîtrise, mais c'est une initiative de vulgarisation scientifique sur les bienfaits de l'exposition à la nature qui s'appelle Prescrit Nature, qui est un projet qu'on a fait je fais de façon bénévole avec 4-5 collègues dans le domaine de la médecine, ou en fait qui est destiné à la fois au grand public et aux professionnels à la santé, mais qui détaille à quel point l'exposition à la nature est bénéfique pour la santé humaine. Et ce qui est fascinant, c'est que moi, j'ai fait ma maîtrise sur cette thématique-là, puis avant de m'intéresser à cette littérature-là, j'ai regardé ça un petit peu de haut, puis en me disant, bon, à quel point il y a vraiment des données là-dessus, puis c'est fascinant à quel point il y a une science très forte qui soutient qu'une exposition régulière à la nature après un contact de 15 à 20 minutes est suffisant pour abaisser les niveaux de cortisol, qui est l'hormone du stress, abaisser la pression artérielle, réduire la fréquence cardiaque de façon significative, et que ceux et celles qui passent en moyenne 2 à 3 heures par semaine en nature se portent mieux au niveau de leur perception de santé, puis en fait, en termes de santé mentale aussi. Puis on n'a pas besoin d'être en activité physique, de bouger, d'aller faire de la course à haute intensité en montagne pour en profiter. Le simple fait d'être dans un environnement où on est conscient qu'il y a une nature qui nous entoure, on va chercher ces bienfaits-là. Il y a des bienfaits sur la santé, dont je mentionnais cardiaque, mais aussi des effets possiblement sur la santé de notre système immunitaire. Les arbres ont la capacité, en fait, quand ils sont dans un réseau qui est sain, avec entre autres des forêts qui sont anciennes, de générer des molécules qui viennent stimuler notre système immunitaire, puis de façon positive. Donc,
bon, il reste la corrélation, est-ce que ça nous permet d'être moins malade après, mais on voit que notre corps répond positivement à ça. Chez les gens, en fait, ça permet aussi une restauration cognitive. Donc, pour ceux et celles qui ressentent beaucoup de fatigue mentale, puis c'est le cas de la majorité, on est dans un environnement qui est rempli de stimuli, qui nous dit que tout peut nous tuer à tout moment, là où il y a des dangers partout. La nature nous apaise puis permet au cerveau de se restaurer et de s'apaiser. Puis que, en fait, Prescrit Nature, c'est une initiative qui a eu l'appui d'une vingtaine d'institutions au Québec, incluant le Collège des médecins du Québec, ce que j'aurais pas pu penser possible il y a 5-6 ans. Et c'est un site qui peut être navigué par n'importe qui, mais qui donne la documentation là-dessus, puis qui nous incite à retourner finalement à être dehors, puis d'en profiter. Puis ça n'a pas besoin d'être un grand espace, un parc, ça n'a pas besoin d'être un parc national en Gaspésie, ça peut être un parc urbain qui est bien entretenu, d'où l'importance d'avoir des milieux de qualité naturelle ou en fait qui sont accessibles à tout le monde. Un autre grand, en fait, volet qui m'occupe beaucoup, mais que je trouve absolument fascinant, c'est la réflexion qui est en train d'être en cours dans plusieurs établissements de santé pour répondre, en fait, au dilemme comme quoi des établissements de santé, puis on le sait, là, sont des sources importantes d'émissions de gaz à effet de serre. À peu près 5% des émissions de gaz à effet de serre au Canada viennent des réseaux de la santé. Entre autres par l'énergie qui est utilisée, les ressources qui sont déployées, l'ensemble, puis certains types de médicaments aussi qui sont très polluants, entre autres des gaz anesthésiants, puis certaines molécules qui sont contenues dans les inhalateurs pour les gens qui ont des bronchites chroniques. C'est pas le médicament qui est polluant, c'est le gaz qui est utilisé pour maintenir le médicament dans l'espèce de pompe. Mais on voit, entre autres, le CHUM, le Centre hospitalier de l'Université de Montréal, qui s'est établi depuis en fait, 2-3 ans maintenant, une vision de carboneutralité qui s'appuie, en fait, qui s'inspire d'une démarche en cours qui est présentement au Royaume-Uni. Euh, Malheureusement, c'est pas une démarche qui est répliquée dans l'ensemble du réseau québécois. On a tenté de le faire, on tente encore de le faire. Le ministère de la Santé et des Services sociaux a peu d'intérêt pour cette question, j'ai envie de dire. En tout cas, du moins, pas suffisamment, mais on voit à travers le Québec, entre autres avec les travaux qu'on fait avec l'Association québécoise des médecins pour l'environnement et quelques autres partenaires, une augmentation de comités de médecins, dentistes, pharmaciens dans les établissements qui vont voir leur direction puis qui font des projets concrets pour réduire le fardeau climatique et environnemental de leur centre d'établissement. Puis ça, je trouve absolument fascinant, mais 100% en cohérence avec le mandat qu'on a comme médecin de d'abord ne pas nuire. Puis c'est ce que le directeur exécutif du réseau en Angleterre dit c'est un peu contradictoire pour moi qui dois gérer des ressources, de ne pas considérer qu'est-ce qui rend les patients malades. Puis ce qui rend les gens malades en ce moment, c'est le fardeau environnemental. Donc, c'est notre responsabilité d'agir là-dessus. Puis c'est ce que Fabrice Brunet, l'ancien PDG du CHUM, a dit en sortant quand il a terminé son mandat. Il a répété un peu les mêmes mots sur une autre déclinaison, mais il disait c'est notre responsabilité de le faire. Puis d'avoir des hôpitaux qui s'annoncent aussi ouvertement, je trouve que ça donne ça nourrit un espoir lucide qu'on peut faire des changements à l'interne. Je voulais mentionner rapidement, moi, j'ai pas du tout été formée. Je suis encore attachée à l'Université de Montréal. J'enseigne, j'ai des responsabilités. Puis je suis fière de ce que l'établissement a fait comme transformation dans les dernières années. Mais maintenant, en fait, on a réussi à intégrer un cursus complet en changement climatique et santé planétaire pour tous les étudiants en médecine et même, en fait, pour tout le corps professoral affilié à la faculté. On a une série de 12 heures de formation gratuite sur les questions climatiques et de santé planétaire. Puis en fait, il y a une volonté de rattraper le retard dans l'enseignement, mais aussi de s'assurer que la génération qui gradue de la faculté ait les outils nécessaires pour faire son travail dans les prochaines années. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'aurais pas nécessairement cru possible quand j'ai fait ma formation, mais que là, il y a non seulement une ouverture, mais un soutien institutionnel complet. Puis je pense qu'on a la chance dans l'institution dans laquelle j'évolue d'être un petit peu à l'avant-garde de ce qui se fait en éducation en santé planétaire dans les l'école en médecine. Puis je suis, pour moi, c'est une autre victoire importante parce en fait, non seulement on a réussi à s'intégrer dans la conversation, mais on est devenu un petit peu indispensable, puis on vient solliciter notre expertise, puis on a une faculté qui est embarquée à fond là-dedans, puis qui le voit comme une évidence même. La dernière belle victoire, puis elle est tout récente, puis j'ai parlé de l'enjeu de la pollution depuis, en fait, 2-3 ans, l'Association québécoise des médecins pour l'environnement. Les enjeux de qualité de l'air, c'est
un enjeu qui nous occupe énormément. En janvier 2024, on a partagé un cadre de référence en qualité de l'air, puis en fait, pas plus tard que la semaine passée, un parti politique qui a pris notre cadre de référence et en a fait et a déposé un projet de loi qui reprend en fait l'ensemble de nos recommandations, qui a eu une approbation préliminaire là, qui semble avoir fait l'unanimité à l'Assemblée nationale. Donc, j'ai hâte de voir ce projet-là se concrétiser. Mais pour moi, c'est une avancée majeure qui remet en fait finalement la qualité de l'air sur l'agenda politique, qui va peut-être nous permettre de dénouer certaines conversations difficiles sur l'autorisation, entre autres, de grandes entreprises à polluer sur le biais qu'ils faisaient déjà. Donc, elles ont le droit de continuer alors qu'on sait que c'est à cause de la mortalité et des enjeux de santé. Mais pour moi, c'est signe qu'il y a quand même une perception changeante de l'importance de ces questions-là, entre autres notamment avec tous les épisodes de feu, de smog qu'on a connus dans les dernières années, particulièrement l'été au Québec. Là, mais ça, pour moi, c'est une immense victoire politique dans ces temps où l'environnement n'est pas la cote. Puis en fait, la dernière chose que je vous partage, puis en fait, c'est propre pour les médecins, mais c'est plus la structure de pensée que je vous donne. Euh, les médecins finissent toujours par me dire quand on donne des formations, mais qu'est-ce que je peux faire? Il me semble que c'est compliqué, je suis limitée, je suis prise. Puis en fait, je réfère toujours à c'est quoi vos différents rôles? Souvent, on a un type professionnel, on a un travail, mais au sein de ce travail-là, on peut avoir différents types de fonctions ou occuper, représenter différents types de rôles. Puis par exemple, pour un médecin, on a beaucoup en tête le côté clinique avec les patients, mais les médecins sont souvent impliqués dans le développement pédagogique, dans des comités de gestion, d'administration de leur service, de leur hôpital. Ils font parfois de la recherche, ils sont des modèles de rôle. Puis dans chacune de ces sphères-là, qui représentent une portion de leur identité professionnelle, il est possible de faire des choses. Donc, je vous invite des fois, si vous vous demandez ce que vous pouvez faire dans le cadre de votre travail, mais de votre vie, de regarder un petit peu les différents rôles que vous accomplissez parce que vous en accomplissez plusieurs, puis de le décortiquer un petit peu, puis pas de faire tout en même temps, mais de trouver quelque chose qui est simple, qui est accessible à travers un de ces rôles-là. Des fois, de juste commencer là, ben, ça amène déjà un mouvement important. Puis en fait, je le mentionne, puis c'est un peu ce que j'ai voulu faire. Donc, j'ai tenté de le faire par l'exemple, mais c'est de communiquer l'action, parce que des fois, on a l'impression qu'il n'y a rien qui bouge, puis il n'y a rien qui change. Puis quand je regarde tout le travail avec tous les changements que je peux objectiver, particulièrement dans le monde de l'éducation médicale et de la médecine sur les questions climatiques depuis 5 6 ans, pour moi, c'est vitesse grand V, puis je peux juste avoir hâte à la suite, puis de comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ce qu'on a connu dans le milieu médical se, 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 se réplique dans d'autres sphères. Mais on sait que lorsqu'on communique l'action, puis particulièrement lorsqu'on communique que l'action environnementale a des répercussions positives pour la santé, ça semble être une voie importante. Donc, j'arrête là-dessus. Ça va me faire plaisir d'échanger avec vous pour la quinzaine de minutes qui nous restent, mais merci d'avoir été à l'écoute. Ben, merci beaucoup, Dr. Pétrin-Desrosiers. C'était très, très intéressant, très riche, ces liens-là entre santé humaine et santé de notre planète.